Bonjour et bienvenue. Merci pour toutes les introductions dans le clavardoir. Vraiment, c'est très excitant d'être de retour pour une autre séance de mobilisation. Bonjour à tous, on est à Calgary. On a des gens qui se joignent de Toronto. Bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse d'être là, de maintenir cet espace avec vous. Je m'appelle Tishaila Bailey. Je suis la lead de programme pour HCI. Alors, je veux reconnaître le fait que, alors qu'on se joint en ligne pour ce webinaire virtuel, on est en train d'avoir des participants de partout, des gens de partout, du Canada au complet, ce qui inclut les Premières Nations, les Inuits et les communautés natives. Je me joins du Newmarket, Ontario, territoire traditionnel des Haudenosaunee, Wendat et Anishinaabe, les peuples autochtones. Merci à tous d'être là. Pour la dernière réunion de Mobilizer, je vais être une des co-modératrices pour la prochaine heure et demie et je vais être là avec mon collègue. Je lui cède la parole. Bonjour à tous, c'est formidable d'être là. Je suis Eva Morrison et je suis celle qui raconte l'histoire pour Canada Healthy Communities, l'initiative des collectivités en santé du Canada. Avant de plonger plus avant dans la discussion, j'aimerais partager avec vous certains rappels. Cette séance sera disponible en anglais et en français. Et en bas, vous pouvez choisir le canal que vous préférez en cliquant sur les thèmes en bleu et en changeant en anglais et en français. Et nous avons également des éléments en anglais et en français. Et on voit ce qui est en bas aussi à l'écran. Si quelqu'un se joint, si vous avez des problèmes techniques, veuillez nous le dire dans le chat et veuillez nous donner, on va vous donner de l'appui et on aura également le chat qui s'en vient pour les participants durant toute la séance. Donc également, on est très excités d'être joints par Patricia qui est là au niveau graphique, qui va créer un document visuel durant toute la séance. Et donc, on pourra capter les éléments importants qui seront partagés par les panélistes en direct. On pourra partager ça également. Et merci, Patricia, d'être là. Et je veux remercier les deux interprètes qui sont avec nous, Paul et Yannick, qui vont être là et vont faire l'interprétation du point de vue français des choses. Et donc, sentez-vous bien à l'aise de vous joindre au canal français pour écouter directement en français ici. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Yva. Et donc, pour la séance d'aujourd'hui, je sais que vous vous joignez pour parler de ce sujet enthousiasmant, comment on peut changer la relation entre les bailleurs de fonds, les secours. Donc, on a beaucoup de conférenciers qui vont faire des présentations, une discussion ouverte également pour la dernière heure de notre appel aujourd'hui. Et donc, Jonathan est là, du réseau pour l'avancement des Canadiens. Elissa et Kathleen se joignent à nous également. Adam se joint également de Activate Worldwide. Et à ce moment-ci, j'aimerais donner la parole à Jonathan qui va nous faire une présentation rapide. Oui, merci. Bon après-midi. Bonjour à certains d'entre vous. Et je vais vous donner mes pensées. Je voulais juste prendre le temps pour vous donner un aperçu de l'organisation avec laquelle je travaille, le réseau pour l'avancement des communautés noires. Et nous allons, nous sommes une organisation qui travaille avec le gouvernement, on travaille, on fait de la philanthropie, on travaille avec des organisations à but non lucratif et nous comprenons quels sont les défis auxquels on fait face. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être résolu par les personnes ou l'écosystème également, une approche pour résoudre le tout et pour résoudre certains problèmes. Et donc, oui, et donc, alors oui, alors également, une collaboration. Oui, oui, et donc dans mon rôle, et donc
partenaire technique est là et le travail que j'ai fait avec le financement sous cette initiative publique, également pour l'évaluation et pour l'apprentissage. Ça, c'est très important. C'est un secteur sur lequel je me centre et je pense que c'est important que ces choses que je partage avec vous, que c'est quelque chose qu'on a appris. Je pense que vous avez tous appris. Et donc, euh, c'est pas une question de problème. C'est très important d'apprendre partout et de partager ces choses-là. Et donc, je sais que des fois, j'ai tendance à parler un peu. Et vous savez, bon, les résultats, on essaie d'être bref. Et donc, on essaie de mettre l'accent sur ça. Et donc, une des choses que l'on a apprises, et, une des choses que j'ai apprises, c'est que le système comme ça, c'est très bien. C'est tout un défi pour différents joueurs, différentes personnes qui ont une compréhension partagée de ce qui se passe, de ce qu'on essaie de faire. L'information qui nous aide à comprendre les impacts du monde. Des fois, la relation est un défi et on met surtout l'accent sur le rapport de ce que l'on cherche par opposition à la différence entre les différents commettants. Et donc, ce qui peut mener à... Il peut y avoir des opportunités ratées pour pouvoir bien comprendre les choses que l'on fait. Et donc, une des choses que l'on a apprises, c'est que collectivement, nous tous, je pense que c'est important que nous parlions de comment on change nos relations en termes de financement et les relations très importantes. Bien sûr, la chose la plus importante maintenant, c'est que il faut un élément qui soit transformationnel. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, c'est juste une invitation pour nous tous pour commencer à penser à comment on peut commencer à déplacer les choses pour passer de là où l'on est maintenant à ce que ça pourrait être au niveau transformationnel pour nous tous par rapport au travail que l'on fait, par rapport aux choses que l'on doit créer. Donc, si vous pensez un petit peu à l'élément moyen, les communautés, maintenant les à but non lucratif, et donc tous les autres projets. Et donc, ça, ce sont les trois éléments importants pour le travail que l'on fait. Et donc, c'est important que nous tous, les trois d'entre nous, nous ayons une compréhension partagée de ce que l'on a à faire. Et donc, voilà, dans un monde transactionnel, une relation transactionnelle, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que, évidemment, il y a des limites en termes des choses, mais il y a une compréhension partagée de ce qu'on essaie de faire. Et des fois, je pense que ça peut mener à des opportunités ratées relativement à l'apprentissage, les rôles. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des choses très importantes également à dire. Il faut bien comprendre ce qui doit arriver, mais également comprendre ce que l'on doit changer. Lorsque vous regardez cela, si vous utilisez le financement et la relation d'une façon à ce que qui ne satisfait pas aux objectifs de tous les intervenants, on rate l'opportunité. Dans une relation transformationnelle, vous vous réunissez depuis le début et donc il faut bien comprendre quels sont les défis et quelles sont certaines des solutions proposées que l'on met de l'avant. Et là, il faut savoir comment on peut apprendre ensemble alors qu'on met tout ça en œuvre. Je pense que c'est quelque chose qui doit être compris. On a tous l'opportunité de changer cela pour essayer de changer les choses, cette relation. Donc, voilà les solutions. Prochaine diapo. Alors, c'est important de comprendre ça. Évaluation pas. Si c'est pas, je n'ai pas. On ne comprend pas ce qui marche ou pas. Si ça ne nous aide pas à prendre des décisions informées et si ça ne nous aide pas à satisfaire les éléments d'imputabilité, que fait-on donc? C'est une question qu'on doit poser alors qu'on fait ce travail
Et voilà donc une autre leçon clé que l'on a apprise et on invite tout le monde à commencer à penser à ça, à cette question clé, ces questions clés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, encore une fois, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais si vous y pensez, quand vous pensez en tant qu'organisation, la planification de quelque information que ce soit, ou tous les programmes que vous avez pour faire en sorte que le placemaking, ça fonctionne et comment les bailleurs de fonds, des fois, peuvent poser des questions ou les questions que l'on pose pour faire des demandes de financement. Et donc, c'est un effet miroir. Ce qui manque en général, c'est que si on décide d'opter pour cette façon de comprendre les besoins et de proposer ce qui doit être fait. Et alors, on peut avoir un élément solide, des évaluations solides, des planifications solides. Et à partir de là, on peut vraiment recueillir l'information dont nous avons besoin en tant que collectif avec différents intervenants. Et alors là, on peut utiliser cette information pour l'approbation de notre travail, mais également pour prendre des décisions, pour savoir qu'est-ce qui se passe soit on fait un scale-up, soit on améliore les choses au niveau de l'échelle, etc. Ou comment peut-on apprendre ces choses, tirer des leçons de ce qui n'a pas marché? Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, un guide clair, même si la vie n'est jamais aussi claire que ça, que ce que l'on voit dans le graphique. Mais c'est important. On peut utiliser ça comme une boussole collectivement et donc passer cela en revue, ce processus. Et donc, ça peut être une façon pour nous de continuer à avoir cette compréhension partagée, mais également pouvoir apprendre ensemble pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et pour voir comment on peut dire quel est l'impact du travail que l'on fait collectivement. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, une des choses qui, d'après moi, vaut la peine d'être partagée, mais qu'il faut clarifier, et c'est, je pense que lorsqu'on parle d'évaluation, ce qui fait partie de cette relation, eh bien, je pense que les bailleurs de fonds, ce qu'ils pensent, a un impact, ou ce que la communauté pense, a un impact. Et donc, c'est peut-être pas la même chose, et ça revient à pourquoi c'est important pour nous. Et il faut faire un rapport sur le travail que l'on fait. Et donc, il faut faire une évaluation. Et faire une évaluation pour ça, ça nous prend de la capacité pour pouvoir faire des évaluations fortes afin que l'on puisse dire quelle est notre histoire, qu'on puisse mieux les raconter. Alors, on a les éléments d'évaluation et le comment également, c'est-à-dire qu'on peut composer avec ça en investissant dans le capacity building afin que les organisations puissent renforcer leurs compétences pour mieux faire l'évaluation. Et alors là, en collaboration avec d'autres organisations, on peut, en tant que bailleur de fonds, mieux comprendre ce qui se passe pour savoir comment on peut apprendre ensemble. Mais l'autre élément clé qui est important, c'est a-t-on des éléments d'évaluation, un mindset? Ça, c'est très important pour toutes les organisations et pour tous les autres bailleurs de fonds qui font partie de ce périple, afin d'avoir un mindset d'évaluation. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être un scientifique des données pour poser des questions d'évaluation. Et donc, le directeur exécutif d'une organisation ou tout membre du personnel d'une organisation retour bénévole, c'est important d'avoir ce mindset. C'est-à-dire que c'est ce que l'on fait maintenant. Et il faut savoir si ce que l'on fait, ça fait une différence. C'est comment ça fait une différence et comment ce que l'on fait aide également. Alors, comment ce que l'on fait comme organisation peut avoir un impact X? Et donc, ça, c'est le genre de questions qu'on peut poser si on a cette façon d'évaluer les choses dans notre tête. Et là, on peut demander aux gens qui ont les compétences relativement à l'évaluation de nous aider afin de faire le travail. Et donc, il faut les bonnes données pour pouvoir être aidés dans notre apprentissage pour que ça nous aide pour le travail que l'on fait. Donc, c'est toujours une bonne chose de faire une distinction entre les mesures de performance, des exemples ici dans la diapo, c'est qu'on peut demander si on a pu offrir ce que l'on devait donner, ce que l'on voulait donner, et si on a pu avoir suffisamment de ressources pour pouvoir faire le travail. Et ce genre de questions, c'est vraiment des questions de mesure. Et donc, si vous voulez apprendre davantage là-dessus, c'est très important. Vous voyez les différences entre les stratégies d'investissement, les résultats, les impacts, etc. On peut poser des questions différentes. Quelles sont les stratégies, par exemple, qui sont très importantes pour les résultats que l'on voit? Ou qu'est-ce qui manque, par exemple? S'il y a quelque chose de plus profond, un apprentissage plus profond, avec l'évaluation, ça peut juste arriver si on a un espace
Et donc, pour pouvoir parler, pour pouvoir s'engager dans des évaluations sans sentir qu'il y ait une pression pour faire les rapports, plutôt que juste d'utiliser l'évaluation comme une façon d'apprendre. Mais ça doit faire partie de l'imputabilité également. Ça, c'est très important. On est responsable, on apprend de ce qui est fait, du travail qui a été fait. Et des choses qui, d'après moi, je pense est importante, il faut continuer à penser à ça, c'est Burbank, que California. Go to tout le travail qu'on a jimmydome.com fait, for a link for tickets. This il faut is que kind le of travail breaking. soit bien appuyé comme quelque chose qui fonctionne. Et donc, ça nous prend, il faut tester nos craintes, etc. Et il faut faire le travail pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Je pense que c'est quelque chose que l'on doit continuellement faire comme collectif, comme groupe d'intervenants, de parties prenantes pour faire mieux. Il y a beaucoup de travail, d'impact qui a été fait. euh, et je pense que si on peut harnacher ça, si on peut se poser la question comment raconter l'histoire, ça, c'est une façon pour nous de continuer à faire de façon collective. Il faut réfléchir là-dessus et faire davantage. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'autre élément, je pense que ça fait partie de l'autre chose ici. Oui. Bon, je pense que c'est très bon. J'ai fait. Il me reste quelques minutes pour résumer le tout. Et pour Anne-Claire Kathleen, donc, comment changer ces choses-là? Alors, on a tous besoin de faire le changement relativement au type de relation dans lequel on se retrouve, pour l'évaluation, etc., pour quelque chose qui soit transformateur, quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui soit sensé par rapport, et logique par rapport au travail que l'on fait, comment créer du courage pour pouvoir parler, pour pouvoir travailler là-dessus. C'est une opportunité pour ceux qui écoutent également. Et en termes d'amélioration également, parce que c'est une relation très importante, devient davantage une opportunité d'apprentissage, une opportunité également bon, pour d'autres choses également. Parce que pour s'enlever de la pression, c'est quelque chose qu'on peut tous faire, je pense. Et donc, cette façon de penser est important auprès des organisations, auprès des autres. Et donc, il y a le désir de vouloir qu'est-ce qui fait la différence. Est-ce qu'on fait une différence par le travail que l'on fait? Qu'est-ce qui doit changer? Ce genre de choses profondes, c'est ça qui compte. Et c'est comme la moitié de la partie qui est gagnée. Alors, si on répond à ça, ensuite, on a besoin de la capacité de colléger ça. Et ça nous permet de répondre aux questions. Et ça, c'est quelque chose qui est mieux en termes de capacité. Ça nous permet de travailler avec les gens qui ont les compétences requises pour nous aider à ça. Et donc, c'est très important pour nous de se rappeler. Et il faut penser à ça parce que, encore une fois, le travail que l'on fait, c'est très difficile et cela requiert, je pense, de la créativité, des actions. Je pense qu'il s'agit là d'une opportunité pour nous pour aller plus en profondeur. Merci beaucoup. Et je vais céder le micro maintenant à la prochaine personne. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je pense que c'était dit de façon merveilleuse. Je m'appelle Kathleen Simon et je m'occupe de l'évaluation de l'apprentissage pour la Fondation communautaire du Canada et je suis avec ma collègue qui va se présenter rapidement et ensuite on y va de nos diapos. Merci beaucoup, Kathleen. Bonjour à tous. Je suis Alyssa Baker et je suis ici aujourd'hui du CFC. J'ai travaillé comme coordonnatrice de programme pour The Healthy Communities Initiative, communauté en santé pour ces dernières années. J'étais impliqué au niveau de la conception des programmes dès le début et on a aidé les CF locaux partout dans les communautés, ainsi que le public, les demandeurs du public pour les projets de financer, être financés. Également, je vais partager avec vous de belles choses et je suis plus qu'heureuse d'apprendre avec vous ici. Et juste avant de sauter dans le vif du sujet, CFC du Canada, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est la Fondation communautaire du Canada et l'organisation membre du Canada où les fondations locales, on les appuie pour ces projets très vastes, on est partenaire d'autres initiatives et donc on est bien positionné. Je pense que c'est unique. Je veux juste dire qu'on est à la fois un bailleur de fonds et on offre ces différents programmes.
On offre des appuis, de l'évaluation et on est ici avec d'autres bailleurs de fonds. Et donc, d'une façon ou d'une autre, on joue des rôles intermédiaires. Je veux juste vous dire que c'est un système compliqué et je pense que c'est une conversation intéressante à avoir. Et donc, on l'a très bien dit, l'évaluation, c'est une occasion formidable d'apprendre et démontrer le grand travail que les organisations font, ce qui a beaucoup d'impact. Alors, il peut y avoir des éléments très transactionnels ou donc, encore une fois, en tant qu'organisation, je pense que en tant que secteur, on devrait toujours chercher à s'améliorer, s'assurer que ça ne soit pas juste transactionnel et qu'il faut s'assurer que les organisations soient appuyées parce qu'encore une fois, c'est une occasion d'apprentissage pour raconter des histoires, pour la communication et également pour s'améliorer, améliorer les services, les programmes et s'assurer que il y ait de l'efficacité autant que faire se peut. Et donc, c'est pas juste une question d'imputabilité, mais c'est une question où on peut apprendre. Et donc, voilà pour cette présentation. C'est quelque chose d'intéressant comme opportunité pour nous de pouvoir réfléchir aux pratiques clés. Et donc, il faut savoir comment on s'est mieux amélioré. Et donc, quelque chose que je vois dans mon travail, c'est de voir comment les évaluations souvent sont insérées à la fin d'un programme ou comment on passe cette... Donc, je pense que c'est quelque chose que tous peuvent faire. Et donc, on peut commencer les évaluations. Ça peut s'intégrer dans le programme à tout moment. Comme bailleur de fonds, il faut vraiment penser à faire ces organisations d'entrée de jeu pour savoir, c'est ça, sur quoi on devrait se centrer. On devrait penser à ça pour faire les évaluations. Voilà, des choses à considérer et on peut recueillir les données d'une façon bonne et que ce ne soit pas difficile au lieu d'attendre à la fin. C'est difficile d'évaluer l'impact quand on ne savait pas que cette information allait être recueillie ou cette question allait être posée. Alors, c'est une bonne pratique que de, en fait, si elle n'est pas faite, eh bien, ça peut sembler très transactionnel et très axé sur la responsabilisation et les règles. Alors, il faut justement agir de cette façon. Donc, il faut être agile et se concentrer sur l'apprentissage. On peut sûrement envoyer des rétroactions, changer de priorité, se réorienter aux besoins, s'adapter. Dans certains de ces projets, se déroule dans des contextes difficiles. Pendant la COVID, il y avait beaucoup de changements. Si on était, en tant qu'organisme bailleur de fonds ou que récipiendaire de financement, on était capable de s'adapter et changer de direction en cours de route, ça nous permettrait d'avoir une méthode agile et de s'adapter justement aux réalités changeantes. Et surtout dans le secteur à but non lucratif, les choses évoluent constamment. Alors, il faut savoir s'adapter. Alors, il y a une chose qu'il faut mettre en lumière ici, c'est que les rapports et l'évaluation font partie de l'histoire du projet. On ne peut pas simplement réduire notre travail à un chiffre ou à une statistique. Et c'est vrai, les projets sont beaucoup plus complexes, ont beaucoup plus de valeur. Et ça peut être difficile de raconter l'histoire d'un projet par son évaluation. Mais il y a des façons de le faire. Et Jonathan en a parlé. Il y a l'aspect de la capacité où on trouve des façons de raconter créativement son histoire de façon à parler le même langage que les intervenants auxquels on s'adresse. Il faut adapter son langage justement aux récipiendaires, euh, aux demandeurs, candidats, aux bailleurs de fonds, aux institutions. Donc derrière chaque histoire, il y a une histoire. Il faut savoir comment raconter cette histoire en fonction de son auditoire, de son public cible. Il faut s'adapter à ce public cible. Alors, en recueillant les données au fur et à mesure, ça permet justement d'être plus de mieux s'adapter et de pouvoir s'ajuster en cours de route et de bien connaître son projet pour qu'on puisse bien raconter son histoire.
Et quand l'évaluation est trop rigide et transactionnelle, on perd ce sens des nuances et le projet en vient à être axé sur les résultats qui ne vont pas chercher les individus. Alors, il faut pas être trop rigide, il faut savoir s'adresser aux, euh, aux bailleurs de fonds, aux participants. Il faut pas être trop rigide dans notre portée. Il y a plusieurs façons de communiquer des données, de présenter l'impact que vous avez eu et de trouver le meilleur moyen pour votre organisation. En fait, vous devez, en trouvant le meilleur moyen pour votre organisation de communiquer cette information, vous améliorerez vous améliorerez le résultat final de votre projet. Alors, je passe la parole à ma collègue qui va parler de nos projets et de la façon de comprendre ces histoires. Merci, Kathleen. Bonjour. Ce que Kathleen et Jonathan ont dit, euh, ils l'ont très bien dit et ils ont dit clairement, et Kathleen l'a dit, on est dans un écosystème très intéressant. Et parfois, il faut trouver euh, un équilibre entre le gouvernement fédéral, le bailleur de fonds et le récipiendaire du financement. Et on est très privilégié dans cet espace aussi, entre ces trois éléments, parce que ça nous permet de militer, d'aider ces trois parties prenantes. C'est un rôle important qu'on joue. Et Kathleen et Jonathan ont expliqué pourquoi l'évaluation et la collecte de données et la production de rapports sont des étapes importantes, pas seulement pour la conception de nos programmes futurs, mais aussi euh, pour nous aider à répliquer ces projets et à militer. Militer pour euh, une extension de l'échéancier, militer pour plus de financement, militer pour des changements d'orientation d'un projet. Dans l'initiative pour des collectivités en santé, comme on sait, c'est un programme qui dure depuis plusieurs années. Moi, j'ai travaillé 3 ans à répondre à des courriels et à des appels, à participer à des webinaires dans cette initiative. Et je sais personnellement combien de défis on a dû surmonter parce qu'au début, c'était la pandémie et heureusement, on a pu reporter des échéances, ce qui nous a permis d'exécuter la ronde 1, la ronde 2, la ronde 3, ce qui nous a permis de tirer des leçons de nos en fait, premières rondes. Et Catherine, vous avez parlé du fait qu'il faut avoir, en fait, qu'il faut faire cette évaluation précocement. C'est un aspect essentiel de tout projet. Donc, il faut commencer à l'évaluer précocement et pas à la fin, à la toute fin. Et l'une des choses les plus importantes qu'on a apprises dans notre rôle, c'est que si nous, on peut soutenir, apporter notre soutien et faire part de notre présence pour comprendre les évaluations, comprendre les rétroactions qu'on a reçues, euh, comprendre ces évaluations produites par des humains, par courriel, par téléphone. Eh bien, on doit être capable de communiquer avec eux, comprendre leurs défis, et les obstacles auxquels ils font face, leurs problèmes de roulement de personnel, rétention de personnel, tous ces défis que vous avez connus dans toute cette aventure. Mais ça nous permet de, de se concentrer sur l'ensemble de l'œuvre et non seulement sur le rendement. Et ça nous permettra de rendre les choses plus accessibles dans en fait, à mesure qu'on créera d'autres programmes avec nos fondations communautaires locales et comme Kathleen l'a dit, avec notre organisation générale, avec les membres des fondations communautaires. Alors, notre rôle, euh, c'est en fait, de communiquer clairement avec nos fondations communautaires sur nos besoins. Et si on agit ainsi, elles pourront communiquer clairement avec leurs organisations, leurs membres et les organisations avec lesquelles elles traitent. Alors, on essaie de s'améliorer
Et Kathleen a dit des choses que tout le monde connaît maintenant. Alors, a parlé d'enjeux auxquels tout le monde a fait face. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été financés par ces rondes de financement. On a réussi à recueillir des données grâce à ces projets avec l'aide de l'Institut urbain du Canada, grâce à nos partenaires, les gens qui ont réussi à raconter euh, l'histoire justement de ces projets. Et on a pu aller au-delà des rapports finaux pour voir ce que les communautés ont pu accomplir, ce que les organisations ont pu atteindre grâce au financement. Et on a essayé d'entrer dans cet espace avec toute la curiosité et l'ouverture qu'on a. On n'est pas là pour tout simplement mesurer le rendement et remplir un formulaire et une liste de vérification. Non, il s'agit d'avoir la curiosité de comprendre le projet. Et aussi, c'est un privilège euh, d'entendre de première main ce que font les gens et de constater euh, par soi-même l'excellent travail qu'ils font. Et on a constaté l'immense travail qui a été investi dans tous ces projets. Et on l'a vu de première main. Alors, c'est très important pour nous de de prendre connaissance de la perspective humaine, parce que c'est ça qui établit le lien de confiance avec les récipiendaires, qui fait qu'ils se sentiront écoutés et, et qu'ils nous font confiance. Alors, doivent savoir qu'on veut les écouter, qu'on veut savoir. Il ne s'agit pas de remplir une liste de vérification, on coche ici, on coche là, ça a été fait, ça a été fait. Non, il faut avoir un rapport humain avec ces récipiendaires. On veut euh, les entendre raconter leur histoire. Et en ce faisant, on va savoir que beaucoup de récipiendaires ou beaucoup de demandeurs de financement font face à tel problème, ou beaucoup de demandeurs de financement ont du mal à comprendre telle question dans l'appel de proposition. Alors, ça nous montrera qu'on doit revenir en arrière et corriger les choses, apporter des corrections au formulaire, améliorer le processus, etc. Alors, apprendre comment le financement peut devenir un catalyseur pour des projets, des organisations, des communautés. Euh, En fait, cette compréhension que le financement est ce catalyseur, eh bien, ça nous permet de mener à bien des projets, d'améliorer les choses. C'est très important pour nous. Évidemment, la production de rapports, c'est très important. Il y a des rapports qui sont obligatoires ou qui jouent un rôle essentiel dans l'œuvre globale. Mais ce programme-ci nous a appris les nuances des choses. Nous a appris que d'être trop rigide dans nos évaluations ne donne rien de bon. Tout ce que ça fait, c'est qu'on peut se perdre dans les dédales de nos exigences administratives. Alors, il faut établir ce rapport humain avec les récipiendaires du financement. C'est ce qu'on a appris. Alors, je repasse la parole à Jonathan, à moins que Kathleen ait quelque chose à ajouter. Ça va? Merci, Jonathan. Merci, Kathleen. Merci, Alisa. Je crois que on a, en fait, je crois qu'on a passé en revue l'information à vous présenter. Alors maintenant, on a plus de temps pour avoir une discussion informelle avec vous. Alors, je serai disponible si vous voulez avoir une conversation avec moi, un suivi, même si c'est pas, on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais ça me fera plaisir de d'avoir une réunion avec vous. Alors, je voulais vous le dire. Alors, je vais demander à Jason et Adam de se présenter et de nous parler de leur travail. Et
j- j'aimerais que vous nous disiez quelles sont les façons que les organes de financement ou les bailleurs de fonds peuvent utiliser pour avoir un plus grand impact grâce à leurs projets, leurs appels à proposition, leurs offres de financement. Je m'appelle Jason, je suis ici au nom de Rise Entertainment, qu'on appelle également Rise Community Services. C'est un groupe qui a été financé par l'Initiative pour des collectivités en santé en 2021. Le projet qui a été financé consistait à fournir des programmes en poésie et en art de la scène pendant la pandémie. Et c'était une- c'était assez difficile euh, de réaliser ce projet pendant la pandémie, surtout à une époque où il y avait la distanciation sociale, le le nombre de participants dans un événement, dans une pièce, était limité. Heureusement, notre projet se déroulait à l'extérieur. Alors, se déroulait dehors. Alors, on avait le droit d'inviter plus de participants à nos événements et ça s'est bien déroulé. Pendant l'été 2021-2022, c'est là qu'on a exécuté le projet. Je vous donnerai plus de détails plus tard, mais j'aimerais aussi laisser à Adam la chance de se présenter. Bonjour, merci. Je m'appelle Adam. Je suis le directeur du programme Activate YYC dans la Fédération de communautés de Calgary. Alors, on est un programme qui crée des lieux, qui soutient les résidents, associations communautaires, entreprises, organisations dans leurs enjeux urbains tous les jours. Alors, on a des projets de 10 000 $. On gère 30 projets tous les ans. Donc, ce sont des projets des projets éclairs qui sont exécutés rapidement. Alors, notre rôle consiste à financer ces projets à hauteur de 10 000 $ par projet environ, et on finance d'autres groupes communautaires et on cherche toujours des occasions de financement pour développer notre programme. Alors, on est très content d'être ici aujourd'hui et j'ai hâte de vous entendre. Alors, revenons à la question. Alors, de quelle façon est-ce que les bailleurs de fonds euh, peuvent s'y prendre pour mieux comprendre les impacts de l'organisation? Donc, on peut répondre à cette question du point de vue des récipiendaires, mais j'aimerais aussi avoir votre perspective sur ce que vous avez appris. Si vous avez fait des activités d'évaluation, comment les choses se sont déroulées? Oui. Alors, nous, on fournit des micro-bourses, des fois seulement 500 $, 1000 $. Pour nous, nous, on mise sur l'urbanisation tactique, c'est-à-dire la méthode essai et erreur. Alors, c'est très rentable parce que parfois ces projets nous sont présentés, on n'est pas certain comment le groupe, le demandeur va réussir à l'exécuter, mais il s'agit de se lancer, il s'agit de s'intéresser à leur projet et voir comment ça va se dérouler. En ce qui est des rapports, j'aime les projets. En fait, ce que j'aime savoir, c'est les défis auxquels on a fait face dans un projet. Et qu'est-ce qui s'est bien déroulé, qu'est-ce qui s'est mal déroulé. Donc, ça nous permet, dans notre programme, de mieux soutenir nos demandeurs de fonds. Par exemple, dans certains cas, en fait, les récipiendaires ont eu du mal à obtenir des permis de la ville. Parfois, il y a une dynamique, des dynamiques du pouvoir, des jeux de pouvoir. Et quand on donne des fonds, on veut créer l'impression que ces fonds ont été bien utilisés, qu'ils ont été utilisés à bon escient. Alors, il faut faire attention, ça peut poser des pièges. Alors, nous, on veut communiquer le fait que notre programme est ouvert à différents projets. On utilise la méthode essai et erreur. Et nous, une réussite, c'est de lancer un projet parce que il s'agit de projets tangibles, matériels. Alors, le plus grand échec pour nous, ce serait de financer une organisation qui ne peut même pas lancer son projet, qui doit se désister de son entente de financement. Alors, notre programme devrait toujours tenter d'évaluer les relations avec
les projets qui n'ont même pas démarré pour savoir comment on peut les soutenir. Parce que souvent, on ne reçoit même pas de rapport de ces groupes, de nos récipiendaires. Jason, du point de vue d'un récipiendaire de financement et du point de vue de mon organisation aussi, ce sont les deux chapeaux que je porte, eh bien, notre programme, nos programmes, ce sont des programmes artistiques axés sur les prestations artistiques. De nombreuses communautés se réunissent euh, pour vivre l'art et pour créer de l'art. Alors, c'est peut-être différent dans d'autres contextes où il y a des activités, en fait, on crée des lieux pour que s'y déroulent des activités physiques, etc. Mais, mais dans nos relations avec les organes de financement, lorsqu'on a l'occasion d'exécuter nos programmes grâce à du financement d'un bailleur de fonds, on se concentre sur la prestation du programme, que ce soit l'exécution du programme pour atteindre ses objectifs ou s'assurer que notre communauté reçoit le meilleur programme possible. Et en contrepartie, il faut produire des rapports et s'assurer que les bailleurs de fonds comprennent euh, ou savent où sont allés les fonds. Est-ce qu'ils ont été utilisés? Est-ce que ça a eu un impact sur la communauté, etc. Alors, avec nos programmes artistiques, on a tendance à se concentrer, euh, à faire en sorte que notre communauté soit servie d'abord et avant tout, parce que c'est la communauté qui est la première bénéficiaire du travail qu'on fait. Donc, dans notre philosophie, on essaie de mettre la communauté au centre de notre action. On essaie en fait, de recueillir le plus d'informations possible, des enregistrements, des photos, enregistrements vocaux, vidéos, le plus d'informations possible pour montrer à nos bailleurs de fonds que les choses se sont déroulées concrètement. On invite aussi les organes de financement ou les bailleurs de fonds à nos programmes. Lorsqu'on exécute des programmes, c'est souvent des programmes qui durent plusieurs semaines. Donc, les bailleurs de fonds ont beaucoup de temps pour, en fait, ont amplement le choix de venir à l'une ou l'autre des séances lorsqu'il y a un enregistrement, par exemple, ou enregistrement en studio ou sur scène, etc. Donc, on leur donne accès à cette expérience. On s'assure aussi que les enregistrements qu'on produit sont d'une grande qualité. Et pendant cette époque, il y a eu beaucoup d'enregistrements qui ont été faits sur Zoom, qui n'étaient pas toujours de grande qualité, mais on faisait de notre mieux pour aller chercher des enregistrements de qualité. Et quand on a pu faire les prestations en personne ou les enregistrements en personne, eh bien, on, on s'est assuré qu'ils soient une facture d'une grande qualité, que ce soit des enregistrements audio, des vidéos, euh, etc. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est écrire un petit documentaire sur le programme, comment les fonds ont été utilisés. C'est comme ça qu'on essaie de faire en sorte que les bailleurs de fonds sont au courant de ce qui se passe dans nos programmes avec leurs fonds, en plus de leur fournir des rapports intérimaires, etc. Mais on essaie de les faire participer à nos programmes. Une de nos priorités, c'est d'assurer leur présence dans les programmes qu'on finance. Et donc, on essaie toujours de fournir plusieurs occasions à nos bailleurs de fonds de vivre l'expérience de nos projets en leur soumettant des enregistrements, par exemple. Parce qu'on veut que les bailleurs de fonds puissent vraiment prendre connaissance de ce qui a été matérialisé grâce à leur financement. Et en général, il faut trouver un équilibre entre des idées et une capacité d'exécution pour que ces projets soient couronnés de succès. Oui, j'ai vu Kathleen et Alissa, je les ai vus sourire. Je pense que vous pensiez comme moi que justement c'est une responsabilité collective
Et comme vous disiez, Jason, donc c'est merveilleux à voir. Kathleen et Elissa, voulez-vous ajouter quelque chose? Comment est-ce que les bailleurs de fonds peuvent mieux comprendre l'impact des projets qu'ils financent? Eh bien, je vous dirais que on adore ces invitations, ces enregistrements, ces photos. Ça s'inscrit pas toujours très bien dans un rapport, mais c'est très apprécié. C'est merveilleux que de pouvoir avoir un aperçu de l'excellent travail qui se fait. Surtout, étant donné la structure de certains rapports sont très peu volumineux, donc il manque d'espace pour ajouter ces enregistrements ou photos, etc. Mais l'impact global est merveilleux. Comme le dit Jason, c'est un mariage entre en fait, un projet béton sur papier, un projet exécuté, tangible, matérialisé. Bien, il y a un monde entre les deux, mais il faut trouver un équilibre entre les deux. En fait, faire un mariage des deux. Et pour nous, c'est exceptionnel, les résultats qu'on a vus. J'ai rien à ajouter, mais je suis d'accord avec vous. C'est fantastique quand on ouvre un rapport intérimaire au final et qu'on voit qu'il y a une vidéo ou une création très intéressante que l'organisation a, euh, a créée pour montrer les résultats du projet ou montrer ce qui se passe dans la communauté. Oui, ça revient au fait que l- la parole n'est pas toujours la seule façon de faire les choses. Jason a parlé du centre de la communauté et Adam a parlé en fait de- du fait qu'ils sont plus intéressés par les choses qui se sont mal déroulées que par celles qui se sont bien déroulées. Et ça, je suis content d'entendre ça parce que ça montre à quel point vous êtes dévoué à l'apprentissage, à l'amélioration continue. Il faut aussi parler des jeux de pouvoir, des déséquilibres de pouvoir entre euh, bailleurs de fonds et récipiendaires de financement. Alors, le, il faut être au centre de la communauté, oui, c'est vrai, mais c'est une responsabilité commune. Alors, à vous des idées, des perspectives. J'invite quiconque à lever son micro. Eh bien, moi, je vais le faire, je vais commencer. Je pense que c'est un enjeu euh, intéressant. Je crois que c'est logique que les récipiendaires du financement montrent leur travail pour montrer ce qu'ils ont fait avec les fonds qu'ils ont reçus. Ça permet aussi de remettre des choses en question, de tirer des leçons. Mais j'aimerais réitérer ce qu'Adam a dit. Si on ne connaît pas les défis qui ont eu lieu dans un projet, eh bien, on ne peut pas tirer de leçons. On ne peut pas savoir si les délais administratifs pour fournir des rapports étaient assez longs ou s'il faut changer des choses. Mais lorsque je porte mon chapeau de pailleuse de fonds, évidemment, il y a un équilibre de pouvoir et on doit ouvrir notre porte et accueillir les récipiendaires, leur poser des questions comme, bon, à quel défi avez-vous fait face? Qu'est-ce que vous avez appris? Et on peut s'assurer que les bottines suivent les babines et que on ne pénalise pas d'organisation. Donc, il faut reconnaître que euh, ces récipiendaires sont dans une situation vulnérable parfois et il faut justement les mettre à leur aise et leur montrer qu'on leur fait confiance. Donc, il faut entrer dans cette relation avec une perspective d'évaluation. Alors, il faut les soutenir aussi en tant que bailleur de fonds en général. On peut tous et toutes être plus conscients de ça parce que, objectivement, il y a un déséquilibre de pouvoir, peu importe quelle perspective on a. Je crois qu'il revient aux,
bailleurs de fonds de reconnaître cet état de fait, ce déséquilibre du pouvoir et de le dire et de prendre des mesures justement pour l'atténuer. Eh bien, j'ajouterais que je suis d'accord, oui, oui. Jason et moi, on disait oui, oui, c'est ça qu'on veut entendre. Alors, on veut savoir ce qui marche pas dans les projets. Ce que je disais plutôt, c'est que surtout à l'époque où un appel de projet est lancé ou un programme démarre, quand vous commencez à entendre la même chose, il y a eu le même problème dans plusieurs projets où plusieurs demandeurs ne comprennent pas la même question d'un appel de proposition, eh bien, c'est très important pour nous de le savoir et de communiquer en équipe. Euh, Ici, Fondation communautaire du Canada, de, c'est à nous de prendre connaissance de ces enjeux et nos fondations communautaires doivent nous le dire et nos demandeurs ou récipiendaires doivent nous le dire. Alors, ça nous permettra d'améliorer nos processus. Par exemple, des fois, on révise nos formulaires. Est-ce qu'on doit vraiment poser cette question? Est-ce qu'on pose des questions pertinentes? Est-ce qu'il y a des questions dans nos appels de proposition qui sont superflues? Parce qu'on sait que tout le monde dans le secteur euh, est sous grande et forte pression, fait face à des défis. Donc, il faut simplifier nos processus, poser les bonnes questions, les questions pertinentes sans plus, et formuler nos questions de la façon la plus claire possible. Et quand on reçoit des plaintes à répétition, les mêmes plaintes constamment de différentes personnes ou les mêmes défis dans plusieurs projets, eh bien, on doit le savoir. C'est comme ça qu'on pourra s'améliorer. Jason, Adam, des idées, des commentaires? Eh bien, nous, on est un petit bailleur de fonds. On offre des micro bourses. Certaines personnes, c'est leur première demande de financement. Certaines personnes sont bénévoles dans une association communautaire. Certaines personnes s'attaquent à leur première initiative communautaire. Alors, pour nous, nous, on veut s'assurer que notre processus de demande de financement est aussi simple que possible. On commence par trois questions. Quel est votre projet? Quel est votre échéancier? Et de quel financement avez-vous besoin? Alors, c'est trois questions. Et on essaie de permettre aux demandeurs de répondre en fait, à nos appels de projet en plusieurs étapes pour que ça soit moins intimidant. Et dans la ville de Calgary, lorsqu'on va chercher des bailleurs de fonds, on s'assure qu'ils comprennent l'association communautaire qui va exécuter le projet ou qui demande des fonds. Dans certaines régions d'une ville, on sait qu'il y a des défis qui n'existent pas dans d'autres régions de la même ville. Alors, il faut être au courant de ça. Des fois, les bailleurs de fonds sont peut-être naïfs ou mal informés sur les réalités des communautés qu'ils doivent desservir ou des communautés qui leur demandent du financement. Alors, il faut se pencher sur plein de facteurs. Alors, notre approche, justement, c'est d'aller chercher toutes ces formations pour instruire le mieux possible les bailleurs de fonds, pour les éclairer dans leurs décisions. Oui, ça revient à la communication, c'est le nerf de la guerre. Évidemment, on dit tous la même chose, il faut communiquer ces défis, les divulguer. Quand j'ai commencé dans mon organisation et dans ce travail communautaire, eh bien, je reconnais que ça peut faire part d'exprimer les défis auxquels on fait face. On est une jeune organisation, on n'a peut-être pas le financement nécessaire pour financer nos opérations. Alors, il faut s'assurer que les qualités de votre programme sont à l'avant-plan et que ses défauts sont, comment dire, moins évidents. Alors, maintenant que j'ai plus d'expérience, maintenant je veux savoir quels sont les défauts d'un projet et de m'attaquer aux défis, aux problèmes qu'on essaie de régler dans nos projets. Parce que ça ne rend service à personne
si vous ne montrez que les bons éléments de votre projet. Il faut savoir quels sont les points faibles de votre projet. Ça nous permettra de l'améliorer. Et je ne dis pas qu'il faut dévoiler toute l'information sur le projet, mais un bailleur de fonds devrait comprendre ce genre d'enjeu, comme ce qui se passe dans les communautés. Je vous donne un exemple. Il y a eu la pandémie, la distanciation sociale, ce qui nous a forcé à mettre sur pause la présentation de nos prestations artistiques pendant un an et demi. Ça devait se dérouler pendant l'été 2021. La ville ne donnait aucun permis à l'époque euh, de prestations artistiques qui ne permettait à personne de faire des rassemblements de plus de 10 personnes. Donc, ça n'allait pas fonctionner si vous voulez créer un spectacle pour la communauté. Alors, on a dû communiquer avec l'initiative pour des collectivités en santé, leur dire que c'était le moment ou jamais. Ils nous sont revenus, ils nous ont offert du soutien, ils ont, ils nous ont mis en relation avec les bonnes personnes jusqu'à ce qu'on obtienne les permis et ils ont eu la gentillesse de nous dire que tout allait bien aller et que si on devait reporter certains pans du projet à l'année subséquente, eh bien, que ce ne serait pas un problème. Alors, si on n'avait pas dévoilé ces enjeux à l'initiative des collectivités en santé, eh bien, on n'aurait pas eu leur soutien. Et il faut éviter de penser que parce qu'il y a des critères d'un projet, d'un appel de proposition qu'on ne respecte pas, qu'on est barré complètement de l'appel d'offres. Non, justement, l'initiative pour des collectivités en santé nous a aidé justement à peaufiner notre demande de financement, nous a aidé à égaliser les obstacles et ça nous a permis d'avoir plus de temps pour réaliser notre projet. Et il fallait faire en sorte aussi d'utiliser ce temps. En fait, on a dû reporter l'échéance du projet. C'est l'initiative pour des collectivités en santé qui nous a permis de le faire et on ne s'est pas assis sur nos lauriers, évidemment. On a travaillé très fort. Donc, les bailleurs de fonds sont là pour vous fournir du soutien et j'espère que ça s'applique à tous les bailleurs de fonds. Mais évidemment, avoir une excellente communication avec votre bailleur de fonds, vous aide à trouver cet équilibre. Évidemment, ce qu'il faut, c'est d'avoir des gens comme nous dans ces... ça ne va pas fonctionner s'il y a quelqu'un qui est à l'extérieur qui regarde votre projet de l'extérieur. Alors, ils doivent venir sur le terrain avec vous. Ils doivent apprendre les enjeux, les variables, les critères, les facteurs qui jouent un rôle dans votre projet. Ça prend du temps et une excellente compréhension des choses. Ça prend de l'écoute, des conversations, etc. Mais pour égaliser ces déséquilibres du pouvoir, eh bien, militez auprès de vos communautés, auprès de vos bailleurs de fonds. Et si vous avez le temps de participer justement à ce projet de votre récipiendaire, eh bien, de votre demandeur de fonds, eh bien, c'est l'occasion en or euh, en fait, pour un projet réussi. C'est pas nécessairement obligatoire, mais il y a beaucoup de gens du côté des bailleurs de fonds qui n'ont pas cette expérience, qui n'ont pas ce réflexe. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'impliquer dans le projet de nos commettants et c'est la recette est désignée pour un projet couronné de succès. Vous avez dit, les bailleurs de fonds doivent bien sûr être en mesure de créer cet espace pour que les gens puissent partager ouvertement. Et je suis d'accord également avec Jason, ce qu'il a dit. Les organisations doivent également pouvoir bien faire rapidement auprès des bailleurs de fonds et donc des fois, il faut les aider à comprendre le contexte et donc des fois, il y a des défis. Je pense que des fois, les bailleurs de fonds ne le font pas à dessein, par exprès, mais dans le processus de financement, il y a des éléments de partenariat, etc. Donc, je pense que on va se dire, oui, je pense que les résultats que vous nous demandez ne sont pas vraiment réalistes. Donc, à moins d'avoir l'espace pour pouvoir dire ça. Ou si on a la puissance de faire ça, c'est tout un défi parce que, encore une fois, pour les petites organisations en particulier, ça peut être entre le fait d'opérer ou pas. Et donc, on a besoin de temps également pour comprendre les défis. Je pense que c'est une responsabilité collective. On a ces défis-là et on essaie de changer.
la relation. Et donc, je pense qu'il y a d'autres exemples que vous avez partagés qui sont importants. Et je pense qu'il faut continuer à avoir cette conversation pour pouvoir changer les pratiques. Quelques questions également. Je pense qu'une question, c'était traité par certains des exemples qu'on a partagés, mais il y a ce genre d'investissement où les bailleurs de fonds, les organisations, il faut qu'on travaille ensemble et on s'investit beaucoup. Je pense qu'il y a des questions qui ont trait au fait de partager les pratiques exemplaires, ce qui va nous aider à appuyer les activités. C'est une question de durabilité. Je pense que je pourrais revenir à Lisa, etc. Et je pense que la durabilité est une question importante. Et donc, peut-être qu'on peut parler un peu. Et ensuite, on va se poser la question comment ça va avec le temps. Cette conversation, en fait, il faut se poser la question. Comment fait-on relativement au temps? On a le temps qu'il faut. Il nous reste 25 minutes de plus, à peu près. Il y a quelques questions qui sont arrivées à partir du chat. Et donc, bon, très bien. Oui, je pense que donc c'est important. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de programmes qu'il faut surveiller. Et il y a de la place pour les nouveaux projets, comme on dit. Mais il y a certains projets qui vont déjà, qui doivent être soutenus. Et je pense que c'est quelque chose que nous, les pères de fonds, c'est quelque chose où l'on peut s'améliorer, c'est certain. Reconnaître la valeur du financement sur plusieurs années, avoir une approche fondée sur la confiance et avoir des projets pour vraiment aller de l'avant. Dans mon rôle, j'ai découvert ça et mon rôle a trait à l'évaluation. Et ces programmes, on fait des rapports sur les impacts, mais on ne voit pas les choses en un an ou deux, etc. HTI. On va regarder l'impact de maintenant, mais voyez-vous, l'impact sera ressenti dans 5 ans, 2, 3 ans, 5 ans aussi. Donc, on n'a pas nécessairement l'occasion d'aller chercher les impacts de façon spécifique. Et donc, c'est très particulier. Voilà donc un secteur où les bailleurs de fonds peuvent s'améliorer. C'est ce qui nous donne du financement contenu. Et je pense qu'une des choses à laquelle on peut penser en termes de contexte d'évaluation relativement la durabilité, quelqu'un l'a dit dans le chat, il y a un élément de surveillance pour les projets à long terme. Pas juste à la fin d'un projet, mais alors qu'on continue. Comment fait-on une bonne surveillance des impacts alors qu'on développe une façon de penser selon un développeur? Et peut-on avoir des étapes de vérification pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas? Parce qu'on a des indicateurs, des données, des lignes directrices, etc. Mais il y a des choses qui nous disent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et voici comment changer les choses. Je pense que comme secteur, si on est en train de construire sur cette capacité-là depuis le début, ça nous permet, j'espère, de faire plus de projets de durabilité plutôt que de dire ça n'a pas marché. On ne va pas financer ça et il a fallu rendre de l'argent, etc. Il y a une chance d'apprendre ensemble, de pivoter et de donner de l'appui à long terme. Mais également, je ne veux pas être naïf relativement au contexte, mais maintenant, le financement durable, c'est tout un défi. C'est un défi que se poursuive le financement comme on doit considérer les impacts de ce financement qui est là pour le long terme. Et donc, la durabilité. En fait, on peut parler de ça, c'est une discussion à avoir à long terme. Et au-delà des fonds, des dollars, il y a une durabilité aussi. Il y a beaucoup de sagesse dans les communautés aussi. Je pense cela a un impact sur les organisations. Il y a des organisations qui font le travail tous les jours, et même sans que les bailleurs de fonds soient engagés. Il y a beaucoup d'impact qui est créé dans les communautés, mais comment maintenir cela? Je pense que c'est une question plus vaste pour nous tous, mais c'est important pour nous
de continuer à réfléchir à ça pour parler de durabilité au-delà du financement, pour créer en quelque sorte, au niveau organisationnel, créer de la durabilité pour l'organisation. Au niveau du développement des compétences, par exemple, notamment, je pense qu'il y a des choses plus profondes à considérer dans la discussion. C'est pas facile à répondre. Et donc, y a-t-il des gens qui veulent dire quelque chose? Je pense que on peut considérer des questions du public. Pour les participants, est-ce qu'il y a des éléments de réflexion avant de passer au point suivant? Je suppose que je partage au sujet de la durabilité, comme vous l'avez dit, c'est une conversation globale. Et en soi, c'est du costaud et puis c'est quelque chose qui a trait au détail. Parce que beaucoup de financement local pourrait être recoupé, comme on l'a dit, dépendamment de qui est le gouvernement au pouvoir. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer et prier pour s'assurer que la programmation dans votre organisation, dans la structure, que tout soit bien en ordre, organisé pour ces moments où viendront les opportunités, surgiront les dons et les appuis financiers, etc. Il faut être préparé pour ces éventualités. C'est ce qui compte le plus. Notre travail aussi, alors qu'on aimerait vraiment que ce soit tout financé, ce n'est pas comme ça. Et donc, je reviens toujours aux paroles de mon mentor Maki. Il dit, si tu vas travailler dans ce secteur, tu rentres dans cet univers, il va falloir que tu sois toujours en quête de. Les systèmes peuvent prendre du temps. Ça peut prendre du temps avant que les systèmes changent, mais actuellement, il faut savoir que les levées de fonds, aller chercher de l'argent, tout ça, ça va devenir ton pain et ton beurre. Ça semble triste peut-être, mais il s'agit d'une réelle perspective sur le genre de travail dans lequel tu t'es mis. Et si tu te dis, je vais avoir du financement, ça va être facile, ça va être du gâteau, ça va se faire facilement et le financement sera toujours illimité. Non, c'est comme si tu te mets des œillères et tu vois pas le monde tel qu'il est. Donc, le fait d'avoir cette mentalité, disons que c'est pas qu'il y a de l'argent ou qu'il n'y a pas d'argent pour tous, il y en a de l'argent, mais le problème, c'est comment faire en sorte que les personnes qui doivent y avoir accès aient accès à ces budgets. Mettre l'accent sur la qualité de votre travail, ce que tu peux faire pour ta communauté, ta collectivité, c'est prioritaire, plutôt que d'aller toujours être motivé par aller quêter de l'argent. Mais bien sûr, vouloir avoir de l'argent, c'est important pour s'assurer que les programmes et la qualité des programmes correspondent aux normes de qualité. Et voilà, donc continuez simplement à y aller, à faire les changements que vous voulez faire de par le travail que vous faites déjà. Comme je l'ai dit plus tôt, si vous avez l'occasion, si vous avez l'occasion d'être sur des comités de subvention, etc., allez-y, participez. Et si ce n'est pas vous qui essayez de garantir les fonds pour vos groupes, pour vos communautés, c'est quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de votre communauté qui va le faire. Donc, si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire et l'opportunité vous sera prise de vos mains. Et donc, pour tous ceux que j'essaie de mentorer et j'essaie de défendre les gens, bon, essayez de défendre vos intérêts le plus possible. Allez chercher ces opportunités pour qu'au moins votre voix soit entendue en vue de financement en termes de savoir qui va recevoir l'argent. Bon, je sais qu'il y a des questions. J'essaie de considérer le chat, mais je me demandais, pouvez-vous... Oui, allez-y, difficilement audible. J'aimerais que Patricia et vous ayez un peu de temps, donc pour voir qu'est-ce qui se passe. D'accord, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Et donc, moi-même, je m'assois ici avec certains éléments de réflexion qui sont surgis, quelques exemples. Et donc, on va avoir une perspective à partir de FCI, par exemple, quelque chose qui n'a pas été nommé encore. Donc, notre financement qui pourrait être bénéfique. On a perdu le son.
Bon, on a perdu le son des organisations. On a perdu le son. Il y a eu des petits problèmes d'Internet ou de son et ça a coupé. Prêt? Au-delà du financement, pour les conférenciers formidables, y a-t-il d'autres formes d'appui qui existent pour les organisations, au-delà des subsides, des subventions? Je voulais vous offrir quelques exemples moi-même qui proviennent d'autres projets dans lesquels j'ai été impliqué au fil du temps. D'autres appuis, par exemple en nature, etc. L'espace offert, les communautés qui offrent des apports en nourriture, des repas pour les membres des communautés, et pour pouvoir offrir également d'autres ressources. Oh, et donc, bien sûr, les chaises, je voulais ouvrir cela. Et je vais ensuite vous remettre ça. Quelles sont les autres formes qui existent d'appui? Quelles sont les choses que vous avez expérimentées dans votre travail? Des choses qui peuvent aider les organisations communautaires. Je voulais y aller rapidement, donc plus tôt nous avons parlé. Oui, il y a la vision de la communauté. Et donc, par rapport à ce que vous avez dit, donc tout ça, très faire du bon travail, c'est très important. Une des choses dont je me rappelle, il y avait un instructeur de collège pendant 10 ans. Une des choses que j'ai réalisées, c'est qu'il y avait beaucoup d'appui des collèges par rapport aux stages, d'autres partenariats. On pouvait déjà considérer qu'on pouvait aller obtenir des opportunités d'apprentissage collaboratif avec les institutions académiques, mais également pour les bailleurs de fonds, etc. Lorsque vous faites de la recherche et des études, donc des choses à considérer. Et il y a beaucoup donc beaucoup d'accès, donc il y a beaucoup d'occasions pour développer les compétences. Et donc par rapport à l'évaluation, pour savoir comment partager les choses et comment améliorer les relations avec les bailleurs de fonds, etc. Comment créer des partenariats justes avec les partenaires. On travaille beaucoup là-dessus également et je suis plus qu'heureux de partager avec les gens là-dessus par rapport au travail que l'on fait également. Donc, voilà quelques éléments que j'avais déjà mentionnés. Et donc, y a-t-il quelqu'un d'autre, Catherine, ou quelqu'un d'autre? Lisa, Adam, Jason? Oui, eh bien, moi je pense que mon nom des choses qu'on a reçues de l'Initiative pour des collectivités en santé, c'était du financement pour tenir des ateliers de création de lieux pour notre réseau au mois de mars. Donc, on a pu inviter des gens qui étaient intéressés à exécuter des projets au cours de la prochaine année et on a invité des leaders de projets d'années précédentes pour qu'ils nous fassent part de leur expérience. Donc, dans le commentaire qu'on a reçu, c'est que en fait, ces différents groupes ont pu partager, raconter leurs histoires et ça a été une excellente source de soutien pour les projets futurs et on était très reconnaissants envers l'Initiative pour les collectivités en santé qui nous a soutenus dans l'organisation de cet atelier. Ça nous a permis de pérenniser nos ateliers, notre programme et ça a amélioré notre action. Évidemment, on a pu permettre des dons d'aliments, dons d'espace. Donc, c'est pourquoi il faut avoir en priorité un programme solide, central, parce que c'est là qu'on va attirer des partenaires,
susciter des conversations, soutenir nos donateurs. Parce que le travail fait son œuvre et vos projets que vous exécutez, c'est votre carte de visite. Vos projets parlent d'eux-mêmes. Et avoir cette action centrale permet de mieux connaître la communauté, connaître ses besoins, savoir quels projets vont fonctionner ou sont nécessaires dans la communauté. Et l'autre type de soutien que les organisations peuvent recevoir, c'est le mentorat. Le mentorat a fait ses preuves, le mentorat fait de la magie. Ça vous permet d'aller chercher en fait, des gens d'expérience. Et c'est d'une grande valeur. Selon moi, le mentorat, c'est une des ressources les plus importantes dont on tire le plus grand parti. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en œuvre dans nos programmes. Parce que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seulement un participant. Si vous faites partie du programme qu'on offre, sachez que notre intention, c'est de développer votre réseau. On essaie de vous trouver un mentor pour que même après le programme, vous continuiez d'apprendre, vous continuiez d'être en relation avec la communauté. Et on essaie d'accomplir ça par le mentorat, soit en étant des mentors nous-mêmes ou en embauchant ou en invitant des mentors de l'extérieur ou des membres de la communauté qui ont du temps et des connaissances à donner. Alors, on tire parti le plus possible de ce genre de ressources. Le mentorat est une de ces ressources qu'il faut absolument utiliser et euh, donner gratuitement. Il nous reste 9 minutes. Alors, pour souligner ce que Jason a dit, si le travail est ancré dans la communauté, ça peut être une source de durabilité incommensurable. Alors, merci, Jonathan. Merci de nous avoir fait part de vos perspectives et d'avoir donné des exemples. J'aimerais vous mentionner que c'est un espace extrêmement dynamique. Avoir l'occasion de réunir des organes de financement, bailleurs de fonds et des récipiendaires de financement, et c'est exceptionnel. Ça nous a donné l'occasion justement d'apprendre, de tirer parti, tirer des leçons et inaudible. Le son a coupé. On ne saura jamais pourquoi elle nous remerciait. Oui, je pense que vous disiez, Teshila, ça nous permet de tenir le lieu. Oui, mais merci à tous et à toutes pour vos perspectives. Je passe la parole à Eva qui va nous donner le mot de la fin et nous parler de ressources pour qu'on puisse rester en contact. Merci à tous et à toutes. Un grand merci à nos panélistes et à Patricia et à Teshila. Dans le clavardoir, il y aura un sondage. Ça vous permettra de nous indiquer comment on peut s'améliorer. Comment on peut améliorer ce type de webinaire. Et la séance est enregistrée. Vous allez recevoir l'enregistrement de la séance. Vous pourrez regarder cette séance après coup. Alors, je crois que c'est tout pour nous. Et il y a également des liens qu'on va publier dans le Calabardoir qui vous donneront accès à notre site web. Alors, merci encore une fois d'avoir été des nôtres et au revoir. Merci de m'avoir invité. C'est apprécié. Merci à tous et à toutes. Merci Jonathan, merci Adam, merci Jason, Kathleen, Alyssa, Patricia. Au revoir.